Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Les Martiniquais en bonne voie dans le championnat des Outre-mer de volley-ball. Le rayon de Petit-Anse s'est qualifié tout à l'heure pour la finale face à l'US Montjoly de Guyane. C'est la première édition de ce tournoi qui se passe en ce moment à Saint-Leu de la Réunion. Les conseils municipaux de Martinique devront tous se réunir ce vendredi. Objectif, désigner les grands électeurs qui devront voter pour les sénateurs au mois de septembre. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'un sénateur? Quel est son rôle? Nous verrons tout cela avec notre invité, le consultant Olivier Jean-Marie. Pas de défilé chez nous, mais en France, la réforme des retraites continue à faire marcher. C'est la 14e journée de mobilisation, alors qu'un nouveau recours a été déposé à l'Assemblée nationale. Et puis cette semaine, Fondoc est à Saint-Joseph. Nous irons à la rencontre de Judith Rierny. Elle a installé son atelier où elle fabrique bibelots et meubles en bois flottés. Mais tout d'abord, donc, direction La Réunion, où se tient le tournoi de volley-ball des champions des Outre-mer. Si l'équipe féminine Espoir de Sainte-Luce a dû s'incliner 3-7-0 face au club réunionnais Saint-Denis Olympique, côté masculin, en revanche, le rayon de Petit-Anse s'est imposé ce matin pour la finale, 3-7-0 face à l'US Montjoly de Guyane. Je vous propose la réaction de l'entraîneur Manuel Didin. Ce que je dois retenir de ce match, c'est qu'on a été très solidaire. Je savais que ça n'aurait pas été facile par rapport au premier match contre eux sur 2-7. Et on comptait faire tourner par rapport à la fatigue aussi. On a eu quelques blessés, on était obligé de colmater, mais malgré ça, on a pu tenir. Et par rapport à demain pour la finale, on va faire les petits soins qu'il y a toute la matinée demain pour voir comment on va aborder le match. Mais on sera toujours pareil, décisif pour demain. Un salon pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Il se tient à la Batelière. Il réunit 40 acteurs de ce domaine d'activité. Une première cette année, la participation du lycée Nord-Caraïbe de Bellefontaine qui propose aux visiteurs un fichier d'étudiants prêts à travailler dans leurs établissements. Alors, quels sont les objectifs de ce salon? Écoutez Arnaud Valère. Il est au micro d'Aurélie Treuil. Ce salon, c'est pour nous donc une 5e édition qui permet de mettre en relation l'ensemble des prestataires professionnels liés au monde de la restauration, de la réception, en direction donc des chefs d'établissement de Martinique, qui sont donc gérants d'hôtels, restaurants, cafés, bars, EHPAD, stations-service, qui ont besoin sur une journée de se rencontrer, de créer du lien et de découvrir les nouveautés en termes de fournisseurs. Pas de défilé dans nos rues aujourd'hui, malgré un nouvel appel à la grève contre la réforme des retraites. C'est la 14e journée. Et dans l'Hexagone, les rassemblements ce matin étaient moins fournis que les journées précédentes. Il y avait également très peu de perturbations dans les transports. Reportage tout d'abord à Mont-de-Marsan et à Nice, où les cortèges se sont élancés ce matin. Agnès Giroud-Carlier, Raymond Chapelard. Battre le pavé, encore et toujours. À Nice, les manifestants sont plusieurs milliers à agir ce matin contre la réforme des retraites. Mais pour cette 14e journée de lutte, la mobilisation est en forte baisse. Le cortège qui devait partir à 10h a finalement démarré 1 heure plus tard, faute de monde. Mais qu'importe pour Pierre-Jean Galandi, cet étudiant en droit ne lâchera pas. J'ai fait les 13 précédentes, je les ai fait à Lyon, j'ai fait la première à Paris. Aujourd'hui, là, je suis rentré dans ma famille à Nice. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, s'ils sont dans la rue, c'est parce que ça va plus loin, parce qu'il y a eu un vrai déni de démocratie. Alors que certains évoquent un baroud d'honneur, cette enseignante, elle, ne veut pas y croire. Je pense que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'il y a la pause estivale qui s'annonce, mais on recharge les batteries pour septembre. Un défilé sur la promenade des Anglais, sous le regard des passants, comme Alain Houillet. Ce retraité du bâtiment est fataliste. Je crois que ça ne changera rien. Je crois que c'est décidé. On verra. Ils font ce qu'ils peuvent, mais... À Mont-de-Marsan, la mobilisation faiblit aussi. Près d'1 millier de personnes dans la rue aujourd'hui, 5 fois moins qu'en janvier. Pas de quoi décourager cette retraitée pour autant. Je pense à toute la jeunesse et à tous les gens qui sont au travail en ce moment, ceux qui ont des métiers pénibles. Tous auront les yeux tournés vers l'Assemblée nationale dans 2 jours, avec une nouvelle tentative d'abroger l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
Et on continue à voir les défilés avec celui de La Réunion à présent. Il y en avait deux. Un nouveau recours, vous venez de l'entendre, contre la réforme des retraites a été déposé par l'opposition, examiné le 8 juin. Ambiance avec Jean-Claude Toyer et Willy Thévenin. Béatrice a été de toutes les manifestations depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Pour cette 14e journée de mobilisation, elle est toujours là, même si financièrement, le coût est très rude. Mon mari aussi est dans le BTP, d'accord? Donc c'est pas 14 jours, on va dire c'est 1 mois de salaire. Mais ça vaut le coup. Parce que nous, on veut pas venir travailler avec une canne. Vous comprenez? On veut profiter de la vie. Ici, beaucoup veulent encore croire que tout n'est pas encore joué. Car jeudi prochain, les députés doivent débattre de la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites. Sauf que l'article 1 concernant le passage de 62 à 64 ans a déjà été supprimé par la commission des lois. Je pense que politiquement, la réforme des retraites, elle est faite. Maintenant, l'action syndicale peut se continuer et terminer dans les entreprises, pourquoi pas, sous autre forme. Mais manifestants, demander à nos camarades de venir sur le bitume, je pense que pareil, ça va être la dernière fois qu'on fait un appel à manifestation. Quand on regarde comment ça tourne, c'est à se demander pourquoi c'est à tous ces parlementaires. On pourrait peut-être faire des économies en enlevant tous les parlementaires parce que M. Macron décrète que c'est lui qui décide. Sauf miracle, disent certains militants désabusés, il n'y a quasiment plus aucune chance que la réforme soit abrogée. En Guyane, des heures d'attente pour être transportés en ambulance, une situation devenue récurrente. Les temps d'attente vont dans les deux sens, aller comme retour. Alexandra Silbert et Martial Grit ont voulu comprendre ce qui se passe. Peu avant midi, devant la plateforme de rééducation de l'hôpital Saint-Paul à Cayenne, ces patients attendent leur transport pour rentrer chez eux. Certains patients sont arrivés très tôt, pour certains depuis 7h30 du matin. Et parfois, malheureusement, par pénurie de transport, ils peuvent rester ici jusqu'à 13h, 13h30. La longueur de certains trajets est une des multiples causes de ce phénomène. Il est 5h30, Loïc Zigo vient de quitter Cacao en direction de Cayenne, avec à son bord 2 patients dialysés. Il doit les déposer avant 7h et les récupérer 3 heures plus tard pour les raccompagner. On a très peu de patients à Cacao. Mais on en a effectivement en commune isolée. On assure un service qui est nécessaire en fait. Donc il faut emmener ces personnes suivre leur protocole de soins en fait. Aujourd'hui, la circulation est fluide, mais ce n'est pas toujours le cas. Intempéries, embouteillages, accidents, un retard est vite arrivé. Maintenant, pour aller de Macoria à Cayenne le matin, quand on prenait 15 minutes, maintenant il nous faut 1 heure. Donc c'est ça qu'il faut prendre aussi en considération. Et donc certains patients peuvent le comprendre et d'autres effectivement n'arrivent pas. Mais on n'est pas assez nombreux pour assurer la demande de manière globale, c'est sûr. Loïc Zigo gère 3 sociétés d'ambulance. Chaque jour, il transporte entre 90 et 150 patients. Un planning impressionnant et un nombre de véhicules encore insuffisant. En tout, la Guyane dispose de 24 compagnies d'ambulance et d'un peu moins de 200 véhicules de transport sanitaire. Leurs attributions sont réalisées par l'ARS mais ont été gelées pendant 20 ans. Les choses ont changé à partir de 2017. Depuis 3 ans, près de 39 véhicules de transport sanitaire ont été attribués à ces 24 compagnies d'ambulance. Il y a encore un delta de 10 ambulances à distribuer d'ici la fin de l'année 2023 pour avoir un nombre exact d'ambulances par rapport au nombre de patients potentiellement transportés sur la Guyane. Pour conduire ces véhicules, il faut des ambulanciers. Aujourd'hui, il en manque 200. Jusqu'à présent, la formation se faisait hors de Guyane. Il y a 2 écoles qui devraient se mettre en place d'ici la fin de l'année. Une école qui va ouvrir sur l'ouest guyanais qui permettra d'ici en septembre prendre en charge 40 futurs ambulanciers. Sur le littoral, ça serait en janvier 2024. Et concernant les patients vivant sur des pistes inaccessibles ou en habitat informel, une convention entre les pompiers et les ambulanciers devrait être signée en septembre pour se partager les trajets difficiles. Retour chez nous avec une actu santé également. Il existe depuis près de 20 ans, mais il est encore peu connu. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus.
C'est l'un des rares cancers qui peut être évité par un vaccin car il est causé par un virus. Le groupement d'intérêt public contre le cancer va en ce moment à la rencontre de la population dans différentes communes pour sensibiliser à cela et au dépistage. Ce matin, il intervenait auprès d'un public déficient visuel et auditif, un public où le taux de dépistage est très faible. Charles Rennes, dit Renette de l'AMDAV, est avec Edilia Eugène Mormain et Stéphane Petitfrère. Ils sont curieux, ils se demandent ce qui sera présenté devant eux, parce que très souvent, en fait, on entend parler de ces maladies dans le média, mais on ne sait pas forcément ce que c'est exactement, ni comment, en fait, on peut le traiter, ou quel accompagnement on peut en avoir. On peut avoir vis-à-vis de ces situations. Et donc, cette matinée au sein de la MEDAV a été organisée donc, pour apporter un maximum d'informations comme celle-ci au public de la MEDAV. Une page politique à présent avec d'ici 3 mois les élections sénatoriales. C'est la seule élection avec les communautés de communes où nous ne sommes pas appelés à voter. Seuls les grands électeurs doivent élire les 2 sénateurs de Martinique. Mais de qui parle-t-on? Combien sont-ils? Élément de réponse avec Raphaël Luce. Dans notre démocratie, les sénatoriales représentent le seul moment où se rassemble l'ensemble de la représentation politique locale. Entre élus territoriaux et municipaux, les grands électeurs sont constitués essentiellement des députés et sénateurs, des conseillers de l'Assemblée et de l'exécutif venant de la collectivité territoriale de Martinique, mais il y aura surtout des délégués des conseils municipaux ou, si empêchement, des suppléants de ces délégués. En Martinique, 809 grands électeurs seront appelés à choisir leur nouveau sénateur. Précisons aussi que si un conseiller de l'Assemblée de Martinique souhaite se présenter, un remplaçant lui sera désigné de suite par le président de l'Assemblée. Les 2 sénateurs actuels, Catherine Conconne et Maurice Santiste, n'ont pas encore indiqué s'ils se représentent pour un nouveau mandat. Prochaine étape dans le calendrier de ce scrutin, le 9 juin, avec la réunion de tous les conseils municipaux du territoire pour désigner leurs représentants à ce collège électoral. Ouais. Une élection qui aura donc lieu le 24 septembre prochain. Pour aller plus loin, nous recevons le consultant Olivier Jean-Marie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout de suite, une petite précision. Si les conseillers territoriaux en Martinique votent, comme partout ailleurs, spécificité de la Martinique, les conseillers exécutifs, eux, ne votent pas. Voilà, les conseillers exécutifs ne votent pas s'ils n'ont pas d'autres mandats. Hein. Par exemple, le président Serge Letchimy, Madame Di Geronimo et Monsieur Mérine, qui n'ont pas d'autres mandats, ne voteront pas. Comme Monsieur Marie-Jeanne n'avait pas voté en 2017. Seuls les conseillers à l'Assemblée votent. Ce conseiller à l'Assemblée vote. On l'a entendu dans le reportage, il y a une réunion spéciale qui va se passer là vendredi. Tous les conseils municipaux de Martinique doivent se réunir, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire et ça concerne l'ensemble des conseils municipaux de France et des territoires donc, de la France des océans. Et ils doivent donc désigner les délégués qui vont voter, qui auront le droit de voter pour les sénateurs et leurs suppléants en cas de défaillance. Et c'est important lorsqu'on parle de villes importantes comme le Lamentin et Fort-de-France par exemple? Oui, parce que, alors selon la taille du conseil municipal, le nombre de conseillers municipaux, une partie où tous les conseillers municipaux votent, c'est le cas pour les villes de plus de 9000 habitants, mais pour les villes de plus de 30 000 habitants comme Fort-de-France ou le Lamentin, en plus des conseillers municipaux, il y a des délégués supplémentaires, donc qui sont choisis par les groupes qui composent le conseil municipal, donc parmi les citoyens de la ville de Fort-de-France et du Lamentin. Et donc la ville de Fort-de-France, qui a 53 conseillers municipaux, en fait aura 109 délégués pour voter donc, le 24 septembre. Sur 500 au total à peu près? Sur 809. Sur 809. Donc ça représente, oui, ça 13%. Représente 13%. Donc la ville du Lamentin et la ville de Fort-de-France qui sont dans ce cas-là représentent à peu près 20% du corps électoral, donc des 809 électeurs qui vont voter le 24 septembre pour élire les 2 sénateurs de Martinique. Sénateur, c'est un mandat qui est un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils ne se réunissent pas souvent, c'est un long mandat. À quoi ça sert un sénateur? Un sénateur, c'est un parlementaire et c'est un parlementaire qui est d'autant plus important aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité relative. Donc le Sénat a pris beaucoup d'importance dans la vie parlementaire et dans la vie politique française.
Et en plus, le Sénat, c'est une chambre qui examine en priorité donc les propositions de loi relatives à l'organisation des collectivités territoriales avant l'Assemblée. Et vous savez qu'il y a un projet d'évolution constitutionnelle qui nous concernerait, qui concernerait la Nouvelle-Calédonie. Et donc le Sénat est une pièce maîtresse dans cette évolution constitutionnelle. Et il nous reste 1 minute, ça va vite, mais pour nous dire que quand on est sénateur, c'est important pour le parti politique aussi. Oui, alors chaque année, les sénateurs choisissent un parti politique auquel ils se rattachent au titre du financement de la vie publique. Et chaque fois que donc, un parti est choisi par un sénateur, ça lui rapporte 37 000 euros par an. Et donc, si le sénateur donc, se rattache tout le long du mandat donc, à ce parti-là, donc c'est quelque chose de très important pour les finances des partis qui sont en grande difficulté pour certains. Et ça leur permet donc d'alimenter ça. Merci beaucoup, Olivier Jean-Marie. Donc je rappelle, on verra, on a trois candidats, je crois, déclarés pour l'instant. Oui, M. Birota, M. Séminor, M. Buval. Officiellement. Voilà, officiellement. Merci beaucoup, Olivier Jean-Marie. Merci. Des salariés recrutés sans le moindre CV, c'est l'opération étonnante lancée par un géant français de l'hôtellerie. Réception, ménage, cuisine. Les candidats sont en fait invités à faire un test immédiatement. Aude Blaché, Gilles Bézon. Cette jeune femme n'a jamais suivi de formation en hôtellerie, c'est Maram. Enchantée. Ni eu la moindre expérience dans ce domaine. Mais aujourd'hui, c'est sur son sens du contact et de l'observation qu'elle va être évaluée. Oui, les deux. Dans la chambre, il y a des petites choses qui ne vont pas. Oui. Je vous laisse faire le tour. D'accord. Pour être embauchée comme femme de chambre, l'étudiante va devoir repérer plusieurs erreurs. Je regarde et puis on débriefera ensemble. Peut-être les rideaux fermés. Une mise en situation complètement inédite pour cette candidate. Ça ne devrait pas être là, c'est pour le ménage. J'étais déjà dans le bain, je pouvais imaginer travailler et voir ce qui n'allait pas. C'est mieux que d'être face à une personne et devoir parler de ses expériences. C'est la deuxième fois que le groupe Accor organise un job dating sans CV. L'objectif, s'ouvrir à des profils plus variés dans le service, la réception ou encore la restauration, des secteurs en tension. André, qui rêve de devenir cuisinier, a eu 12 minutes pour confectionner une salade composée. Il repart avec 2 promesses d'embauche. Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des choses comme ça où il n'y a pas besoin de venir avec un CV, de passer un long entretien, plutôt de faire quelque chose devant la personne et lui montrer de quoi vous êtes capable. C'est vrai que l'hôtellerie-restauration était un petit peu en tension suite au Covid, on avait du mal à recruter des gens. On a un petit peu regardé au-delà en fait, d'un simple CV et que c'est vrai qu'on a la facilité d'avoir des métiers qu'on peut apprendre facilement sur le terrain. Un secteur qui, pour attirer les candidats, commence peu à peu à évoluer, avec de meilleurs salaires et des horaires plus regroupés. Rien qu'en Ile-de-France, le groupe Accor a entre 400 et 500 postes à pourvoir. Ce soir, l'émission Résonance s'intéresse à la pression foncière avec cette question: pourquoi les prix augmentent alors que la population baisse? Hausse des taux, migration, éclatement des familles. On enregistre une augmentation de 25% des transactions immobilières l'an passé. Extrait de l'émission avec Catherine Gognier-Cléon et François Marlin. Le Sud est en tête de classement en termes de vente. Le prix au mètre carré a flambé et les enchères continuent de monter. Le prix au mètre carré du terrain aujourd'hui viabilisé, tout dépend là où on se trouve. Si on est dans le bourg, on va se retrouver avec 250 € le mètre carré. On se retrouverait à l'Ansalane, s'il y a la vue, vous serez à 300 € le mètre carré. À l'Anse-Mitan, vous serez peut-être entre 250 et 350 € le mètre carré quand il s'agit de terrain. Mais disons le mètre carré, vous allez vous retrouver effectivement entre 8 000 € par mètre carré de maison construite. Dans cette commune, 75% des terres ne sont pas constructibles et les habitants craignent un manque de disponibilité à terme. Un contexte susceptible de fragiliser la cohabitation. Ils arrivent généralement avec un pouvoir d'achat supérieur au nôtre. Donc finalement, nous, en tant que Martiniquais, effectivement, on ne peut que très difficilement réussir à acheter un terrain. Ça fait monter la valeur des choses. Acheter un terrain, acheter une maison, ça devient très compliqué. Après, on va, si vous voulez, la cohabitation, ça peut très bien se passer comme
assez souvent on peut nous faire comprendre que on gêne un peu. Ce n'est pas dit, mais c'est très facilement, on peut très facilement interpréter ça, quoi. Si les jeunes ne se lèvent pas, demain matin on va nous mettre dehors. Hein. On nous a ramenés ici et maintenant on va nous renvoyer je sais pas où. Bon, effectivement, quelques métropolitains, mais ce qui serait bien, c'est que les locaux rentrent davantage. Moi, je suis rentré il y a 2 ans. Ma fille, elle est à l'école ici. Et puis, tout se passe bien. Si le marché semble s'appauvrir et le foncier fondre comme neige au soleil, reste la zone des 50 pas géométriques, jusqu'alors intouchable, mais dont certains semblent vouloir se débarrasser. Voilà un sujet important à ne pas manquer ce soir à 20h après le journal. Et prenons pour terminer la direction de Saint-Joseph avec notre rubrique Fondoc. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Judith Rierny. Depuis des années, elle est passionnée de bricolage et cela fait maintenant 3 ans qu'elle travaille le bois flotté pour en faire des tables, des lampes et d'autres objets. Son portrait signé William Zebina, Marc-François Calmeau et Michel Jean-Gilles. Bienvenue quartier Gouraud à Saint-Joseph. C'est ici à la Kaili Judith Rierny ni l'atelier. Madame Talak a fait un pile belle bagaille et puis bois flotté. On doit aller joindre. Judith Rierny, bien bonsoir. Bonsoir, monsieur Zebina. Ça vous fait? Voilà, on cache bien. Moi, on a quand même un bois flotté. Qui ça qui fait là? Moi, j'ai essayé de trouver un bois qui est à la sorte en veilleuse et l'emplant. Les montées petites. Moi, tout le temps habité à côté de là. Chaque les montées allait, était toujours à gratter un petit morceau de bois. On ne peut pas porter intérêt à ça, mais c'est après, longtemps après, mon vrai qu'on vient aimer ça par rapport à lui. Ouais. Et puis, il y a un autre tonton qui a habité un petit peu plus loin, qui était aimé sculpture. Il a fait tableau, il a fait des dessins. Toute famille là aimait là-haut. Il aimait plantes, il aimait tout ce qui est beau. Sans distraction pour moi. Hein. Pour le moment, étant là, tourner pour moi, donc mon préféré, venir là, et puis faire bagaille. Et puis, je suis parti pour aller chercher bois. Et c'est moi, j'ai besoin de la nature, donc je vais aller chercher la nature. Donc c'est pour ça, là, je vais aller boire la mer, je vais toujours vivre et puis un petit bois flotté pour me faire en œuvre, bagaille, en belle bagaille. Je vais aller simplement pour marcher, boire la mer. Et puis, je me retrouve devant en l'eau, bois flotté, parce que si maintenant, je vais aller tous les samedis, si maintenant, je vais aller, c'est un mauvais temps. Alors, je me retrouve comme moi, parmi en l'eau, bois flotté, et puis, je me dis, ben, voilà mon affaire, parce que comme j'aimais bien, moi, j'ai bien aimé ça. Alors, je me dis, voilà mon affaire. Et puis, voilà, nous prenons un petit brin, tout ça, l'auto a été pipoté. Et puis, à un certain moment, je me dis, mais et tout va, et puis tout ça. Alors, je me dis, ben, nous pouvons, ouais. Il m'a dit ça, ça. M'a dit, ben, nous pouvons, qui ça m'a fait. Et puis, là, il partit en travail la semaine d'après. Là où on fait la première œuvre là, on monte à lui-même, dit, ben, nous allons aller chercher d'autres. Mais ouais, chaque réalisation, chaque pays là, on va faire, chaque bois, il y a un sens. Hein. Bois, on regarde, on va voir, ils ont dit où ça pour faire. Puis, je me sens bien. C'est là que je me sens plus bien. Parce que même là, je dormi, je a changé. Qui ça, je vais faire demain matin? Alors, c'est pour ça, c'est là que je me sens bien. Je préfère être là, et en paix, tranquille. Je suis content, je suis content de ouais, qui a aimé ouais, réalisation moi, parce que ça fait la joie. Je suis content. Judith Rierny n'est en pile bagaille en tête li, il est migané bois flotté et puis calebasse pour faire statiser en IMO.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. Les Martiniquais en bonne voie dans le championnat des Outre-mer de volleyball. Le rayon de Petitance s'est qualifié tout à l'heure pour la finale face à l'USL Montjoly de Guyane. C'est la première édition de ce tournoi qui se passe à Saint-Leu de la Réunion. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 et c'est avec Cyriaque Sommier. Bonne journée sur nos antennes.